Nous sommes toujours en compagnie de Yves-Alexandre Thalmann à l'occasion de la sortie de ce livre. Cette fois, c'est la bonne aux éditions Jouvence, dans lequel il nous explique bien que pour résister à nos pulsions, à nos envies, à la tentation, puisqu'on utilise ce mot depuis 14 heures, eh bien, c'est pas une question de volonté, c'est plutôt une question de self-control. Alors, avant de nous donner votre réponse à ce que nous disait Marlène, puisqu'elle avait envie d'avoir votre avis, je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Pourquoi Ikea, c'est le meilleur prénom féminin? Oh, la seule chose qui m'est venue, c'est un peu graveleux, hein, parce Mais que ça tout le l'est, monde oui. sait que les meubles Ikea, on les monte soi-même. C'est pas d'autres qui les montent. Alors peut-être que c'est quelque chose comme ça. C'est à peu près ça, oui. On peut l'emmener immédiatement chez soi et on la monte très facilement. Voilà, c'est tout à fait ça. Bravo, bravo Yves-Alexandre Thalmann. Alors, Marlène vous a demandé votre avis, donc je vous laisse lui répondre. Oui, alors Marlène nous disait que la prise de conscience quelque part de ses envies, hein, de ses forces de vie, que ce soit alimentaire ou sexuelle, c'était quelque chose de fondamental et d'y résister pouvait justement créer une tension qui au final amène à succomber. Donc sa stratégie était d'accueillir, hein, de laisser la place, de laisser vivre ces pulsions-là. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que du moment où on est face à une de ces envies qui peut se révéler nocive, hein, pour nous, problématique pour la santé, pour le bien-être, pour la vie de couple, l'épanouissement, etc., alors quand on essaye d'y résister par la force d'inhibition, ça active tout un ensemble de zones du cerveau et ça prend beaucoup d'énergie. Par contre, quand on décide à l'avance d'aménager le contexte pour ne pas être soumis à la tentation, là on voit que seules des petites parties du cerveau s'activent, c'est beaucoup plus économique. Donc on revient à cette idée d'éviter la tentation plutôt que d'y être. Je reviens à l'alimentation. Moi-même, vous me direz c'est parce que je suis suisse peut-être, mais j'adore le chocolat et c'est un péché mignon. Et je sais que sur certains chocolats particuliers, si j'ai une boîte ou bien une tablette devant moi, elle va facilement y passer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne l'achète pas tout simplement. Ou bien alors, je demande à quelqu'un de gérer le stock, entre guillemets, et de me donner uniquement la partie que je vais pouvoir m'offrir pour me faire plaisir. J'ai remarqué quand je vais en vacances dans des pays où on ne peut pas se procurer ces chocolats, que j'ai pas de problème. En fait, ça ne me manque même pas. Et ça me dit quand même que c'est lié au contexte dans lequel je suis. Quand je vois le chocolat, maintenant, je ne vois plus le chocolat, mais je vois une ribambelle d'ingénieurs agroalimentaires qui ont travaillé des années durant pour faire que le produit soit irrésistible. Quand je prends mon smartphone, je ne vois pas une application qui va me rendre service. Je vois une flopée d'ingénieurs qui se sont escrimés, tous des universitaires de pointe, hein, avec des diplômes en veux-tu en voilà, qui ont fabriqué des produits pour que je reste le plus longtemps possible connecté à l'appareil pour pouvoir pomper mes données et me vendre de la publicité. Mon circuit de la récompense n'a aucune chance de gagner contre ces gens-là, aucune. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'arrange pour contrôler la tentation. Par exemple, je peux très bien mettre un verrou numérique sur mon smartphone en disant je m'autorise 1h30 par jour, ou bien alors les réseaux sociaux, c'est 1/2 heure par jour. Et je verrouille ça par mot de passe. Quelqu'un me verrouille ça par mot de passe. Moi, je ne peux pas le faire moi-même. Parce que si je le fais moi-même, je peux le défaire moi-même, bien sûr. Et j'ai plus le problème. Parce que même si j'ai la tentation de me laisser aller à plus, mon appareil s'arrête automatiquement. Et j'ai pas besoin de résister quelque part. Et c'est très, très intéressant cette chose-là parce qu'on a analysé les personnes qui montrent plus de self-control. On peut le mesurer par questionnaire en psychologie et on a remarqué que les gens qui ont plus de self-control sont les gens qui l'utilisent le moins, qui ont le moins besoin de l'utiliser parce qu'ils aménagent leur contexte de vie pour ne pas avoir à l'utiliser quelque part. Donc on pourrait dire que le self-control, c'est juste de l'anticipation par rapport aux tentations auxquelles on va être confronté et de faire en sorte de justement éviter d'y succomber comme Ulysse, ligoté au mat de son navire.
Oui, moi je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple quand on a du mal avec la nourriture, plutôt que de mettre le plat sur la table avec son assiette, mieux vaut mettre dans son assiette à la cuisine ce qu'on s'autorise à manger, et puis on va aller manger dans la salle à manger ou au salon, et puis comme le plat est resté à la cuisine, on a toutes les chances de ne pas se resservir. C'est pareil avec la bouteille de vin, si on se sert un verre et qu'on laisse la bouteille au réfrigérateur, on a plus de chances de ne pas se resservir que si on prend la bouteille avec soi sur la table. C'est des stratégies qui sont évidentes, mais que finalement on a tendance à oublier. Et je pourrais citer d'autres exemples, évidemment. Hein. Oui, et ça a même donné lieu au prix Nobel d'économie en 2017 avec la notion de nudge. Qui sont ce qu'on appelle les incitations douces. La règle est la suivante, si on aimerait que les gens fassent un comportement, fassent une action, alors il faut leur faciliter la tâche. Si on aimerait que les gens trient leurs déchets, autant installer des poubelles avec le tri sélectif directement. Si par contre on aimerait que les gens ne fassent pas une action, on va la rendre un tout petit peu plus coûteuse, un tout petit peu plus quelque part difficile à réaliser. Par exemple, dans un distributeur automatique de boissons, si on souhaite dans une école, que les gens boivent davantage d'eau et moins de soda, on met l'eau à la hauteur des yeux et les sodas tout en bas. Évidemment, ceux qui gèrent ces distributeurs font tout l'inverse puisqu'ils veulent faire du bénéfice, donc ils nous mettent les sodas à la hauteur du regard. Mais juste ça, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit, ça fait diminuer la consommation. Si on veut que les jeunes mangent des fruits plutôt que des barres de chocolat, mettons les fruits à disposition sur le comptoir quand ils arrivent à la cantine, et les barres chocolatées, on les laisse là, mais beaucoup plus loin. Il faut faire un effort pour aller les chercher. Et juste ça, ça provoque une petite différence, mais qui fait la différence. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Elisa, justement, est-ce que ça vous parle, ce qu'on vient de dire? Bonjour Elisa. Oui, bonjour. Si ça me parle, je comprends tout ce qui est dit, mais j'ai un rapport à la tentation qui est assez compliqué. En fait, j'ai beaucoup de mal à supporter la frustration qui est derrière. Et donc je m'autorise de céder aux tentations, en fait. Mais en entendant votre intervenant, je me rends compte que oui, je me mets quand même des freins derrière. J'arrange les situations pour ne pas avoir à me mettre en danger, à avoir des situations un peu trop compliquées. Enfin, Et c'est quoi vos tentations, Elisa? Alors moi, grandement le sexe, ça, voilà. Après, dans une moindre mesure, la nourriture, mais c'est plus un parcours de vie qui est pas évident par rapport à ça. Mais vraiment en termes de tentation le sexe. Le sexe, c'est-à-dire, parce qu'au fond, quel est le problème? Autant, je rappelle de temps en temps que le sexe, c'est la seule addiction qui n'est pas mauvaise pour notre santé. Et le problème, c'est toute la norme sociale autour, c'est tout le... comment dire, quand on est en couple, comme je le suis, quand on a des enfants, une vie de famille, etc. D'accord, donc c'est vis-à-vis de... au quotidien, mais... il faudrait ne pas y céder par cette norme sociale, cette pression qu'on a autour, et moi j'y cède. Oui, mais quand on vous écoute, Elisa, c'est qu'on a l'impression que c'est la morale des autres, c'est pas votre morale, donc c'est en effet très compliqué de résister à la morale des autres. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je préfère en fait avoir le remords d'avoir fait la chose plutôt que le regret de ne pas l'avoir faite. Oui, mais je comprends bien. Je vis beaucoup mieux après avoir fait les choses que dans la frustration de ne pas les avoir faites. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Yves-Alexandre Thalmann? C'est intéressant ce que nous raconte Elisa, justement. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que, je reviens au cerveau, le cerveau fait toujours des calculs coûts-bénéfices. Et en fait, on s'engage dans une action quand les bénéfices surpassent les coûts. En l'occurrence, ici, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de coût
pour l'instant, à céder à la tentation. Donc, c'est tout bénéfice et le comportement va continuer. Maintenant, je pense que la question serait tout autre si le conjoint en question était au courant de l'affaire et mettait un ultimatum en disant, voilà, pour moi c'est simple, je ne veux pas vivre comme ça. Donc, soit. Autrement dit, céder à la tentation se traduit par le coup de perdre la relation avec son conjoint et la vie de famille. Et là, c'est différent pour le cerveau quand même. Et c'est dans cela que du coup, je fais des choix de vie qui vont dans le sens de mes tentations. Bien sûr. Là, dans mon cas, de choisir d'être dans une relation libertine. Ben oui, mais à partir du moment, encore une fois, où il n'y a pas de, enfin il y a pas de coût, pour reprendre l'expression de Yves Alexandre Thalmann, vous ne payez pas, si je puis dire, vos erreurs, vos tentations au fond. Donc pourquoi y résister? Exactement. C'est céder à cette tentation-là, c'est un bien-être, et c'est la santé mentale qui est derrière aussi, par rapport à une frustration intense. Passer à autre chose, c'est voilà. Et donc c'est vraiment la question. En fait, une tentation qui ne serait pas assouvie. Il y a tout un process derrière d'imaginaire, d'idéalisation, d'un fantasme qui serait croissant et donc qui augmente cette frustration. Que quand on cède de suite, il n'y a pas ce process d'ultra-idéalisation et on passe à autre chose simplement. Voilà, on a assouvi et on s'en fait pas des montagnes et on passe facilement à la suite. Voilà, on avance simplement. Oui, moi je pense que la question qui se pose pour vous, c'est plutôt le jugement des autres qui pour l'instant prend quand même encore un peu de place et donc coûte un peu, si je reprends l'expression d'Yves Alexandre Thalmann. De temps en temps, vous vous dites quand même, ce que je fais, c'est pas terrible, ou enfin il y a un petit quelque chose de cet ordre-là mais a priori, puisque votre partenaire est d'accord, c'est davantage un grand regret que ce ne soit pas aussi simple pour tout le monde. Oui, mais dans votre cas, est-ce qu'on peut parler de tentation? Non, on peut parler d'une pulsion sexuelle assez forte que vous avez envie de vivre, et puis voilà tout. Oui, il y a une certaine tentation aussi dans tout ce qui ne va pas savoir. Parce qu'il y a le couple libertin d'un côté, mais il y a quand même il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi en fait. Il y a pas comme un mensonge, je dirais, mais il y a un petit jardin secret comme ça qu'il faut garder secret et la tentation rentre dans ce jardin secret-là. Oui, et c'est là où il y a un calcul qui se fait plus ou moins dans le cerveau, comme l'expliquait Yves Alexandre Thalmann. C'est valable pour pas mal de personnes qui de temps en temps vont avoir une relation extra-conjugale et on fait la part des choses. Est-ce que on risque d'être découvert ou pas? Et c'est une sorte de calcul. C'est ça au fond, Yves Alexandre Thalmann. On calcule. Vous parlez à un moment donné de la prise de risque en voiture quand on fait un petit excès de vitesse. Ça revient un petit peu à ça. On fait un petit excès d'adultère, mais juste un petit excès, donc on ne sera pas pris, donc on peut le faire. Enfin, c'est comme ça que fonctionne le cerveau finalement. Oui, c'est comme ça que fonctionne le cerveau, mais il faut quand même pas oublier une autre chose, c'est que les actes que l'on pose nous définissent en quelque sorte. Autrement dit, si par exemple, je m'offre une petite relation adultère, comme vous le dites, l'image que j'ai de moi-même va se transformer. Et donc, après, je ne serai plus elle-même et mon comportement risque de changer un peu. Alors, toute proportion gardée, c'est ce que dit le dicton: qui vole un œuf, vole un bœuf. Du moment où j'ai volé un œuf, quelque part, ça fait de moi quelqu'un qui a des normes morales un tout petit peu différentes. Donc, n'oublions jamais que les actes peuvent nous transformer. C'est pour ça que moi-même, face aux tentations, je me pose la question, non pas en termes de moralité, c'est bien ou c'est pas bien, mais si j'entre là-dedans et que c'est très agréable, comment je vais me vivre dans l'avenir? Et là, après, j'aurai une autre type de problématique, c'est l'image que j'ai de moi-même qui sera à gérer.
Et oui, et comme toujours, Yves-Alexandre Thalmann a un éclairage tout à fait intéressant. En tout cas, Elisa, merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous.